Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Nous avons suivi la semaine un itinéraire à vélo à travers la Pologne et on a pu découvrir des multiples étapes atypiques ainsi que les richesses naturelles et culturelles. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de la personne qui a entièrement inspiré ce voyage, Charles-Henri Avenel. Bonjour et bienvenue, merci de participer à ce podcast. Étant un grand voyageur, tu as parcouru plusieurs continents à vélo et tu as notamment traversé la Russie et l'Asie centrale de cette façon. Durant ce voyage, tu as su faire face à l'inattendu et tu as pu aussi sortir de ta zone de confort, ce qui t'a permis de te faire des souvenirs et des rencontres assez inoubliables. Pour commencer, est-ce que tu pourrais en premier lieu te présenter et nous parler du type de voyage que tu aimes pratiquer ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle donc Charles-Henri Avenel. J'ai créé un blog de voyage et de cyclotourisme il y a un an qui s'appelle cyclovoyageur.com et je suis par ailleurs consultant marketing en tourisme et voyage. Et pour répondre à ta question, le voyage que j'aime pratiquer, c'est avant tout celui qui fait grandir et qui laisse des souvenirs pour la vie. Alors je parle bien sûr du voyage expérientiel, celui où on sort de sa zone de confort et où on se met en danger, entre guillemets. On y fait des rencontres qui ouvrent nos perspectives en grand et qui nous apprennent sur l'autre et sur nous-mêmes. Voilà, pour moi, c'est ça le type de voyage que j'aime pratiquer. Tu sembles avoir voyagé dans des lieux très différents, avec des expériences en immersion totale dans la nature. Que t'a apporté cette forme de mobilité dans ta vie ? Alors, bon, l'immersion, je l'ai pratiquée aussi parmi les populations locales, mais pour revenir à la question plus globalement, l'immersion dans la nature en solitaire, ça peut apporter un vrai retour sur soi, presque spirituel. Ça permet d'écouter les sons de la nature, ça permet d'apprendre à les comprendre et surtout à ne pas en avoir peur. C'est très important d'apprendre la maîtrise de soi et le contrôle de ses émotions et de ses peurs. Dans la vie, ça apporte aussi une grande confiance, une beaucoup plus grande confiance et une connaissance de soi-même. Je me souviens, dans mes premiers voyages à vélo, quand je commençais à dormir en pleine forêt tout seul, j'étais effrayé par le moindre bruit que je connaissais pas. C'était vraiment, j'interprétais tout comme un animal sauvage ou un malfaisant qui voulait me voler mon vélo. En fait, c'était jamais rien. Mais avec l'expérience, avec le temps, je finissais par justement par distinguer les bons et les mauvais bruits. Mais à la fin, ça m'a énormément appris à maîtriser et à rationaliser mes peurs, en tout cas ces voyages en forêt. Et justement, quel a été ton déclic pour t'ouvrir à l'inattendu et comment, selon toi, tu as réussi à te lancer dans l'aventure ? Alors, chacun son propre déclic. Après, il y a plusieurs types d'aventures. Il y a celles où on part une semaine ou deux et celles où on plaque tout pour partir des mois ou des années. Alors, moi, j'étais dans la deuxième catégorie. Et moi, alors mon déclic personnel, en fait, je travaillais depuis 10 ans à Paris, voilà, dans une petite boîte. Tout se passait bien, j'étais vraiment dans ma zone de confort. Et ça faisait longtemps que je rêvais de faire un voyage à vélo, mais j'avais jamais été au bout du truc. Je retardais. C'est toujours le genre de truc où on dit à ses amis, un jour je ferai ça, et puis ça n'arrive jamais. Donc j'étais bien, j'étais dans ma petite zone de confort, mais je sentais que j'étais endormi à l'intérieur. Il y a quelque chose qui allait pas. Et un soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu te vois où dans 10 ans ? Et cette phrase, je l'ai retournée dans tous les sens dans ma tête. Ça a fait comme un déclic, en fait, il n'y avait aucune issue. Je me voyais pas du tout dans ma situation actuelle. Je me suis dit, à quoi bon continuer ? Donc j'arrête tout de suite. Et j'ai senti que c'était vraiment une nécessité de partir et d'aller au bout de ce rêve. Donc 3 mois plus tard, j'ai quitté mon travail et je me suis lancé dans l'aventure. D'ailleurs, sans réelle préparation, mais c'est aussi ça qui fait le charme de l'aventure. D'ailleurs, est-ce que tu planifies tes itinéraires à l'avance ou est-ce que tu préfères te laisser guider par l'inconnu et pourquoi ? Mais disons que je fais un petit peu des deux. Déjà, on ne peut pas totalement se laisser aller à l'inconnu. Il faut un minimum de préparation, ne serait-ce que pour les visas. Il y a quand même des exigences pratiques. En ce qui me concerne, je me suis donné des points de chute, des destinations où j'avais des amis locaux qui m'hébergeaient et chez qui je pouvais rester une petite semaine pour reprendre des forces. Alors, j'avais 3 grands points de chute qui étaient Istanbul, Téhéran et Moscou. Et c'était hyper pratique parce que ça donnait à mon itinéraire une structure stable autour de laquelle je pouvais broder selon les aléas et les rencontres de la route. Tout le reste, c'était beaucoup d'improvisation. Je préfère largement ça que voyager avec un plan prédéfini. Quand tout est trop organisé, il y a plus la place à l'improvisation et au hasard. Et le problème, c'est que quand on part de cet état d'esprit, tout changement de programme devient une source de stress et on en vient à se fermer à la rencontre et à l'imprévu. Alors que c'est ça le vrai bonheur d'un voyage à vélo, c'est la rencontre et l'imprévu. On voyage aussi pour sortir de sa zone de confort, alors faut y aller, quoi. Quelles différences culturelles t'ont particulièrement marqué sur la route et comment tu t'en es accommodé ? Alors je pense à l'une des plus grosses différences culturelles, c'était à la fois en Turquie, en Iran et en Asie centrale. Bon, globalement, dans les pays musulmans d'ailleurs. Là-bas, l'individu et le groupe, j'ai remarqué, ils ne font qu'un. C'est très intéressant. L'individualisme est vraiment encore très peu présent chez eux. Alors les bons côtés, c'est qu'il y a une solidarité, une générosité incroyable.
il y a un accueil fou de la part des locaux. Il y a pas la peur de l'inconnu et de l'autre, comme chez nous. En revanche, les mauvais côtés, c'est qu'il faut oublier ses propres normes sociales. Il faut accepter de se faire aborder partout dans la rue. Il faut accepter de se faire toucher par des inconnus. Et même que les gens fouillent dans ton téléphone pour regarder tes photos personnelles. Là-bas, c'est normal. On n'a rien à cacher, alors pourquoi toi, tu aurais quelque chose à cacher, quoi? Et tout le monde part de ce principe-là. Au début, c'est déroutant, puis on s'y habitue vite. Moi, en tout cas, personnellement, je m'y suis vite habitué et j'ai commencé à aimer ça, en fait. Justement, est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à s'ouvrir à l'inconnu malgré la barrière de la langue, notamment pour partir à la rencontre des locaux? Bon, déjà, avec ou sans barrière de la langue, c'est toujours difficile d'aller vers les locaux. On a toujours peur de déranger, de se faire refouler, bon, certains plus que d'autres. Moi, en tout cas, je sais qu'au début, j'avais peur d'aller vers eux. En fait, le problème, les locaux, ils sont heureux qu'on vienne leur parler. Ça, faut le savoir. Ils sont réellement curieux de nous, de notre parcours. Il faut pas oublier que les hommes, quelle que soit leur culture, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Un voyageur avec son vélo tout crasseux, ses sacoches et sa carte routière, déjà, ça raconte une histoire. Ça leur plaît, et les locaux, ça leur plaît, et ils seront ravis d'en découvrir un peu plus, d'échanger, de nous aider même si besoin. Donc ma technique à moi pour me forcer à aller vers les locaux, c'est de ne pas m'équiper en autonomie totale, comme certains le font. Par exemple, je me contente des outils minimum pour réparer une crevaison, un peu de graisse pour la chaîne, et c'est tout. Et j'ai remarqué que quand on a réellement besoin d'aide sur la route, pour réparer donc un problème technique par exemple, on va vers les locaux, sans même se poser la question. Et les locaux sont super heureux d'aider, c'est dans leur ADN, ils seront vraiment heureux, donc ils le font. Après, il y a, comme tu disais, il y a la barrière de la langue. Pour me faciliter l'échange, j'avais Google Translate qui m'a beaucoup aidé, tout simplement. Chaque voyage nécessite une philosophie, un état d'esprit particulier. Lequel est-il nécessaire d'adopter quand on voyage comme tu l'as fait? Ça va être très lié à ce que je disais plus tôt. C'est que l'un des freins les plus redoutables en voyage à vélo, c'est la peur. On peut avoir peur de tout, On peut avoir peur de l'accident, peur de déranger, de la panne technique, des animaux sauvages, les chiens, peur de se faire agresser ou de se faire voler son vélo. Les raisons d'avoir peur, elles sont infinies. La peur, pour vraiment le savoir, c'est notre ennemi numéro 1. Elle bloque tout, elle empêche tout. Le pire, c'est que c'est une énergie négative qui se ressent, qui se communique aux autres. Donc il faut surtout arriver à la canaliser, à la transformer en une énergie positive, parce que de toute façon, il faut savoir qu'on ne pourra jamais tout contrôler. Il faut lâcher prise et accepter les aléas de la route et du voyage. Il faut même les espérer et les attendre, ces moments imprévus, car c'est eux qui nous laisseront les plus beaux souvenirs et les plus belles rencontres. Ça, c'est une évidence. Mon conseil, c'est qu'il faut avancer sur la route avec cette énergie positive de l'espoir, de la confiance en soi et en l'autre. Les gens sentent une belle énergie positive comme celle-ci. Ça passe dans l'air, quoi. Ça m'a pris du temps, en fait, de trouver cette force positive, mais je me souviens que quand je l'ai eue, j'étais dans un état de grâce incroyable. J'étais le frère de tous ces hommes que je croisais et j'avais envie d'aimer l'humanité tout entière. J'ai jamais reçu autant d'amour sur la route de la part des gens que quand j'avais cet état d'esprit-là. J'avoue, j'ai encore des frissons là quand j'y repense. C'était incroyable. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter pour le conclure? J'en ai une belle là qui pourra illustrer ce que je viens de dire sur les aléas de la route et sur l'énergie positive. En fait, j'étais bloqué à la frontière entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Je voulais rentrer au Kyrgyzstan et je me suis rendu compte que cette frontière-là, c'était une frontière locale et pas une frontière internationale. Je m'étais très mal renseigné au préalable, ce qui fait que l'un des points positifs, c'est qu'il n'y avait aucun touriste sur cette route parce que apparemment tous les autres touristes étaient au courant de ça. Donc j'étais le seul touriste. Le problème, c'est que j'étais bloqué. Donc il a fallu que je fasse demi-tour, que je fasse 4 jours de vélo à nouveau pour retourner à Douchambé et prendre une autre frontière qui était à je sais pas combien de jours de route. Donc j'ai accepté. Voilà, j'ai pas lutté contre cet imprévu. J'en ai fait quelque chose d'encore plus beau. Et c'est ça le truc. Je suis arrivé avec une énergie positive, j'ai fait demi-tour. Je me suis arrêté au premier village. Je leur ai demandé de l'aide. Je leur ai dit voilà, je suis un petit voyageur à vélo. Est-ce que je peux m'arrêter là pour réfléchir ou est-ce que vous pouvez trouver une voiture pour rentrer à Douchambé parce que j'avais pas envie de faire 4 jours en marche arrière. Et finalement, je suis resté 3 jours là-bas. 3 jours les plus dépaysants de toute ma vie. C'était des petits villageois de montagne qui avaient jamais vu un touriste de leur vie, qui fêtaient en plus la fin du Ramadan. C'était vraiment, c'était plus traditionnel que traditionnel. Il y avait pas d'eau courante, il y avait rien. Des gens, ils cultivaient leurs pommes de terre avec leurs animaux et voilà. Et j'ai fait peut-être une vingtaine de maisons différentes. J'étais accueilli comme un roi dans chaque maison. J'ai mangé dans les mêmes assiettes que ces gens avec les mains. J'ai fait du foot avec eux à 3000 mètres d'altitude. Je sais pas, je peux en raconter pendant des heures ce qui s'est passé dans ce village, mais voilà, c'était une expérience incroyable et je pense que ça n'a aucun prix. Je pense que rien ne pourrait payer une expérience pareille. Vraiment, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie et je l'ai eue grâce à la base à un problème. Comme quoi parfois les problèmes il faut les prendre avec
avec philosophie et se dire que ça peut apporter des choses encore plus belles derrière. Et c'est l'un des grands enseignements de mon voyage. Merci beaucoup Charles-Henri pour cette découverte et cet échange si enrichissant. Et merci à tous nos éditeurs pour votre écoute si fidèle. J'espère que cette rencontre, elle vous aura donné davantage envie de sortir de votre zone de confort et de vous lancer dans l'aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Vous pouvez aussi visiter le blog de Charles-Henri à l'adresse cyclovoyageur.com qui propose à la fois des itinéraires de voyage et une partie blogging pour vous inspirer et vous donner plein de conseils et plein d'astuces. Et pour découvrir son fabuleux itinéraire à vélo en Pologne, retrouvez notre tout dernier article sur notre blog Flokeo. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.